Alors, le surtourisme, c'est une forme de surfréquentation touristique ponctuelle dans le temps et dans l'espace. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en général, nous sommes plus dans une situation de sous-tourisme que de surtourisme. La preuve, le chiffre le plus éloquent, c'est celui que la France donne, à savoir 80% des flux touristiques sont concentrés sur 20% du territoire. Donc il y a derrière le tourisme une nécessaire notion de rééquilibrage des flux touristiques et de gestion des flux touristiques. Le surtourisme, c'est quand l'impact négatif l'emporte sur l'impact positif, puisqu'il ne faut pas oublier que le tourisme représente aussi un atout pour une destination en termes de recettes économiques, en termes d'emploi pour le visiteur, en termes d'ouverture sur l'autre et sur les territoires. Je vais donner un exemple pour illustrer le propos. Prenons le Stade de France. Le Stade de France peut accueillir 80 000 personnes. Si en fait le Stade de France accueille 80 000 personnes, il n'y a aucun problème, la situation va bien se passer. En revanche, s'il y a 90 000 personnes, là, effectivement, on est dans une situation de surfréquentation, ce qui pose des problèmes au niveau déjà de la sécurité et puis également au niveau de la gestion des flux et puis de différents sujets comme tout simplement la gestion des déchets. Quelles sont les causes du surtourisme? Elles sont multiples. Il y a différents facteurs qui sont variables en fonction des territoires. Il y a bien sûr de manière structurelle déjà la croissance du tourisme. Au niveau des arrivées internationales, à l'échelle mondiale, la croissance elle est d'environ 3% par an. Et donc de ce fait, il peut y avoir, encore une fois, en termes limités dans le temps et dans l'espace, des pics de fréquentation pendant la saison estivale, en juillet-août, à l'occasion également de ponts, comme à l'Ascension. Nous l'avons vu en 2023, au Mont-Saint-Michel, il y avait un embouteillage humain à tel point que la destination a décidé de stopper les navettes. Alors bien sûr, c'est ponctuel, mais ces situations en fait, sont malheureusement dommageables et ensuite il faut effectivement prendre des mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent pas. Il y a aussi comme facteur aggravant, en tout cas comme source de surfréquentation, les réseaux sociaux, Instagram qui finalement a tendance à montrer des sites idylliques sur lesquels il n'y aurait personne, alors qu'on sait que bien souvent ce sont des sites qui sont vraiment saturés. Donc Instagram contribue à amplifier le phénomène. Il y a aussi parfois un manque justement de bonne gestion des flux touristiques. Il peut être nécessaire de mettre en place des mesures coercitives, des jauges ou la réservation obligatoire. L'exemple le plus emblématique qui approche à grands pas, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, après 5 ans de fermeture, rouvre ses portes et donc s'attend à une affluence très importante. Près de 2 fois l'affluence du château de Versailles, avec 10 fois moins d'espace au sol. Et donc, la cathédrale Notre-Dame de Paris a décidé de mettre en place la réservation, non pas obligatoire, mais fortement conseillée et gratuite. Parce que sinon, ce sera invivable. C'est tout simplement du bon sens et aujourd'hui, le visiteur est assez mature pour le comprendre. S'il veut avoir une visite agréable, il faut parfois accepter une réservation obligatoire ou une jauge de manière à ce qu'ensuite la visite soit apaisée. Parmi les causes, il y a aussi parfois la trop grande croissance des meublés touristiques. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, en France comme ailleurs, un certain nombre de mesures de régulation et de dispositifs à la disposition des maires pour réussir à bien maîtriser ce parc de meublés touristiques type Airbnb. C'est très important puisqu'il faut éviter d'arriver au point de rupture. Aujourd'hui, à New York, la location saisonnière a quasiment disparu puisque la ville ne veut plus de location saisonnière. Et dans le même esprit, Barcelone compte arrêter les locations saisonnières en 2029. Donc là, on voit qu'on est arrivé à un point de rupture. Avant le point de rupture, il y a sans doute justement un point d'équilibre à trouver en concertation avec la population locale,
les élus, les socioprofessionnels du tourisme. Alors les conséquences du surtourisme peuvent porter sur l'environnement, la population et le visiteur. L'environnement, tout simplement, le site peut être dégradé. C'est la raison pour laquelle, l'exemple est très connu, la Calandre de Sugiton a mis en place la réservation obligatoire avec une jauge de 400 personnes par jour. Le piétinement abîmait le site. Ensuite, la population, eh bien, la population peut être confrontée à des difficultés de logement et à la vie chère, puisque quand une destination est très touristique, souvent les biens de consommation courante sont également plus chers. Ensuite, le visiteur, eh bien, s'il y a trop de monde, en fait, la visite est dégradée, donc finalement c'est au détriment également du touriste. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde a intérêt à ce que le tourisme arrive à un point d'équilibre. Alors, c'est formidable parce que finalement l'innovation va être au service du tourisme et justement il peut y avoir beaucoup de solutions à imaginer pour arriver vers un tourisme plus apaisé. On a parlé de réservation obligatoire et gratuite, de jauge, mais il faut également imaginer de nouveaux récits pour inciter les visiteurs à faire des pas de côté et à se surprendre, à découvrir un territoire totalement méconnu qu'ils auront le privilège de visiter avec moins de monde. On peut aussi imaginer un Instagram beaucoup plus vertueux qui réussit à faire de la pédagogie auprès des visiteurs en leur rappelant les bonnes pratiques. Par exemple, simplement repartir d'un site fragile avec ses déchets dans son sac à dos et également ne pas ramasser les galets sur la plage, même s'ils sont beaux, ils sont ronds. Bien souvent, ces galets qui ont été déposés il y a des milliers d'années sont un très bon rempart contre l'érosion des côtes et on sait que c'est un enjeu extrêmement majeur. Donc les réseaux sociaux peuvent, en tout cas j'ai envie d'y croire, être demain aussi un levier pour mieux voyager et donc arriver vers un tourisme beaucoup plus apaisé.